Amélie Rousseau avait 32 ans lorsqu'elle décida de rendre une visite surprise à son mari Luc, un jeudi après-midi, dans son appartement parisien. Elle lui apporta un déjeuner qu'elle avait spécialement préparé, car il lui avait confié être stressé au travail. Lorsqu'elle ouvrit la porte avec la clé qu'il lui avait donnée, ils vivaient séparément, leur carrière les menant dans des villes différentes, mais se voyaient régulièrement. La première chose qu'elle entendit ne fut pas le silence d'un appartement vide, mais le rire d'une femme provenant du salon, le rire d'une femme d'un certain âge, doux et affectueux, suivi de la voix de Luc, qui disait quelque chose d'incompréhensible, mais dont le ton était si intime qu'il lui glaça le sang. Amélie resta figée dans le couloir, son cerveau tentant de comprendre. Luc était avec une autre femme dans son appartement en plein jour de semaine, riant d'une façon qu'il n'avait que rarement adoptée avec elle ces derniers temps. Une partie d'elle voulait se retirer en silence, partir et faire comme si elle n'était jamais venue. Une autre partie voulait faire irruption en hurlant, affronter la trahison. Mais lorsqu'elle se décida enfin à entrer dans le salon, ce qu'elle vit fut bien loin de ce à quoi elle s'attendait. Luc était assis par terre à côté d'une femme qui paraissait avoir 80 ans, voire plus, tous deux penchés sur un vieil album photo. La vieille dame caressait le visage de Luc avec une telle tendresse qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Et l'attitude d'Amélie, loin d'être de la colère ou une accusation, fut tout simplement stupéfiante. Elle posa silencieusement son sac à déjeuner, s'assit par terre de l'autre côté de la vieille dame, regarda Luc droit dans les yeux, les larmes aux yeux, et dit simplement « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Depuis combien de temps portes-tu ce fardeau ?» Amélie était une femme qui avait bâti une brillante carrière d'architecte à Lyon, tout en tentant de sauver un mariage à distance, qui semblait se déliter. Jeune collaboratrice dans un cabinet d'architecture prestigieux, elle avait passé les 5 dernières années, depuis l'obtention de son master, à travailler sur des projets alliant préservation du patrimoine et design durable moderne, une spécialité qui l'avait rendue très recherchée, mais qui exigeait aussi des déplacements constants et des horaires exténuants. À 32 ans, elle était au sommet de sa carrière, mais aussi épuisée par la difficulté de concilier ambition professionnelle et un mariage qui semblait s'éteindre lentement. Ses cheveux châtain foncé étaient coiffés d'une longueur mi-longue pratique qu'elle pouvait attacher lors de ses longues journées sur les chantiers. Ses yeux bruns trahissaient la fatigue de quelqu'un qui dormait peu. Son visage était naturellement beau, mais elle se maquillait rarement, faute de temps. En semaine, elle portait des vêtements professionnels. Pantalon tailleur, chemisier simple, veste structurée et chaussures confortables pour arpenter les chantiers. Le week-end, lorsqu'elle se détendait enfin, elle privilégiait les jeans et les pulls, le confort avant tout. Mariée depuis 4 ans à Luc Rousseau, leur relation a débuté de façon idyllique lorsqu'ils se sont rencontrés, respectivement à 24 et 26 ans, lors d'un projet collaboratif où son agence travaillait avec son entreprise de design graphique. Luc était un graphiste talentueux installé à Paris, tandis qu'Amélie préparait un master à Lyon. Durant les 6 mois de leur collaboration, ils sont tombés amoureux. Il était drôle, gentil et créatif, des qualités qui complétaient à merveille son côté pragmatique. Ils se sont mariés après 2 ans de relation, persuadés de trouver un moyen de concilier leur carrière dans des villes différentes, jusqu'à ce que l'un d'eux puisse un jour déménager. Mais 4 années de mariage avaient révélé des failles. Ils se voyaient peut-être un week-end par mois, quand leurs emplois du temps le permettaient. Les conversations téléphoniques étaient devenues superficielles et forcées. L'intimité physique était rare et lorsqu'elle survenait, elle semblait mécanique. Et Amélie avait remarqué, ces 6 derniers mois, que Luc était distant, et pas seulement à cause de la distance. Il annulait des visites prévues à la dernière minute, prétextant le travail, répondait tard à ses messages, et lorsqu'il parlait, il semblait absent. Elle soupçonnait une autre femme, mais n'en avait aucune preuve, et une partie d'elle craignait de le confirmer, car cela signifierait la fin d'un mariage auquel elle avait tout investi. Cette visite surprise était un coup de tête. Un projet sur lequel elle travaillait à Lyon s'était terminé plus tôt que prévu.
Elle avait congé jeudi et vendredi, et elle décida de surprendre Luc. Elle prépara un cassoulet, son plat préféré qui demandait des heures de préparation, acheta une bouteille du vin qu'ils avaient bu en lune de miel et s'était même mise sur son 31, une robe qu'il avait toujours dit adorer. Elle avait imaginé une réconciliation romantique, un rappel des raisons de leur amour naissant, une ultime tentative pour sauver leur mariage avant qu'il ne s'effondre définitivement. Luc Rousseau avait 34 ans et portait un secret qu'il gardait enfoui depuis 22 ans. Un secret qui détruisait son mariage, car il ne pouvait le partager avec sa femme, même lorsque la distance émotionnelle entre eux était devenue un abîme infranchissable. Graphiste dans une agence parisienne spécialisée dans l'identité visuelle d'organismes culturels, il menait une carrière respectable et bien rémunérée, mais qui ne l'épanouissait pas comme il l'espérait. Le travail était le travail, compétent, parfois créatif, mais sans attrait. Ce qui le motivait, ce n'était pas l'ambition professionnelle, mais une obligation qu'il avait contractée à 12 ans et qu'il avait assumée en silence pendant plus de 20 ans. Grand et mince, le dos légèrement voûté comme quelqu'un qui passe ses journées devant un ordinateur, les cheveux châtain clair toujours en désordre parce qu'il oubliait de les coiffer, les yeux bleu clair, empreints d'une tristesse permanente qu'il dissimulait derrière l'humour, et une efficacité professionnelle, une barbe clairsemée qu'il entretenait par simple corvée de rasage. Il portait la tenue typique d'un graphiste, jeans foncés, t-shirt de groupe ou à motifs originaux, baskets impeccables, lunettes à monture épaisse à la fois pratiques et esthétiques. Il y avait en lui une douceur dont Amélie était tombée amoureuse, mais aussi un poids invisible qu'il portait et qu'elle ne parvint jamais à cerner. L'histoire de Luc a commencé en 1998, lorsqu'il avait 12 ans. Il vivait alors dans un petit appartement de Belleville, à Paris, avec sa mère Catherine, 36 ans, cuisinière dans un bistrot du quartier. Son père l'avait abandonné avant sa naissance. Ils avaient donc toujours vécu seuls, unis par une relation fusionnelle contre le monde. Catherine était une femme extraordinaire. Elle travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, mais trouvait toujours du temps pour lui, l'aidant à faire ses devoirs, encourageant sa passion pour l'art, transformant une vie difficile en une véritable aventure. Ainsi, lorsque Luc eut 12 ans, Catherine reçut à 36 ans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer précoce, une affection rare et cruelle à progression rapide. Pendant 2 ans, Luc vit sa mère se détériorer. Elle oubliait les noms, se perdait dans le quartier où elle vivait depuis des décennies et finit par ne plus reconnaître son fils. À 38 ans, Catherine eut besoin d'une prise en charge institutionnelle assurée par le système de santé publique français, un EHPAD pour les personnes atteintes de démence avancée. À 14 ans, Luc fut confié à une tante qu'il connaissait à peine, la sœur aînée de Catherine, qui vivait en banlieue et avait déjà 3 enfants. Tante Marie était convenable mais peu affectueuse. Elle lui fournissait le gîte, le couvert et l'instruction, mais lui faisait bien comprendre qu'il était un fardeau. Luc apprit donc à se faire discret, à causer le moins de problèmes possible. Et il se fit une promesse. Il rendrait visite à sa mère chaque semaine, sans faute, quoi qu'il arrive. Même lorsqu'elle ne le reconnaîtrait plus, il serait là. Pendant 22 ans, Luc a scrupuleusement tenu sa promesse. Chaque jeudi à 14 heures, il se rendait à la maison de repos Sainte-Catherine, dans le 13e arrondissement, où sa mère avait vécu pendant 20 ans. Il apportait un vieil album photo, des fleurs fraîches, parfois de la musique qu'elle aimait tant. Il restait assis avec elle 2 ou 3 heures, parlant de sa vie même, lorsqu'elle ne comprenait manifestement pas, lui tenant la main, simplement présent. Pour la plupart des employés, c'était un fils dévoué rendant visite à sa mère âgée. Pour Luc, c'était un devoir sacré qui rythmait son existence. Quoi qu'il arrive, le jeudi après-midi était consacré à sa mère. Mais Luc ne l'avait jamais dit à Amélie. Lors de leur rencontre, il avait brièvement mentionné que sa mère était en maison de retraite, sans donner plus de détails. Amélie avait supposé qu'il s'agissait d'une situation courante pour une personne âgée nécessitant des soins, ignorant que Catherine n'avait que 58 ans à l'époque, un âge relativement jeune.
qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que Luc portait le fardeau immense de s'occuper émotionnellement d'une personne qui ne le reconnaissait plus depuis des années. Il ne cherchait pas à dissiper les malentendus, car parler de sa mère était trop douloureux, car cela aurait révélé une vulnérabilité qu'il s'efforçait de dissimuler, car admettre qu'il consacrait tous les jeudis à des visites restées sans réponse aurait dévoilé une part de lui qui craignait d'être perçue comme faible ou pitoyable. Au fil des années, le silence qui entourait les visites du jeudi devint un mensonge à peine voilé, une barrière qui s'éleva entre eux. Luc inventait des excuses, du travail supplémentaire, des projets importants, des engagements qu'il ne pouvait annuler. Amélie, absorbée par sa carrière, n'y prêtait pas vraiment attention. Mais la distance émotionnelle créée par ce secret était bien réelle et destructrice. Luc ne pouvait plus être totalement honnête sur sa vie, alors il se repliait sur lui-même. Et Amélie ressentait cette distance sans en comprendre la raison, supposant peut-être qu'il ne l'aimait plus. Durant les dernières semaines précédant la visite surprise d'Amélie, l'état de Catherine s'était aggravé. Âgée de 58 ans lors de leur rencontre, Catherine en avait désormais 64. Et atteinte d'Alzheimer à un stade avancé, elle était alitée, à peine consciente, vivant dans un état critique qui, selon les médecins, pouvait durer des mois, voire des années. Luc était passé de 2 heures le jeudi à 3, 4, voire 6 heures. Assis à ses côtés, lui tenant la main et lui racontant des histoires d'enfance qu'elle ne pouvait plus entendre. C'était devenu une veillée, une préparation à la perte inévitable. Le jeudi qu'Amélie avait choisi pour la visite surprise fut particulièrement difficile. Catherine avait passé une mauvaise nuit. Les infirmières disaient que son état se dégradait rapidement. Luc était venu le matin au lieu de l'après-midi, restant des heures, accablé par le poids de 22 ans de visite, à avoir vu sa mère s'éteindre peu à peu, tandis que son corps demeurait. Et quand Amélie ouvrit la porte de son appartement sans prévenir, il était rentré depuis 20 minutes, encore sous le choc, feuilletant de vieux albums photos pour se souvenir de sa mère avant la maladie et pleurant pour la première fois depuis des années. Au moment où Amélie entra dans le salon et vit Luc, non pas en compagnie d'une femme âgée, il était seul avec son album photo, le choc de cette vision fit surgir dans son esprit la présence de Catherine, récemment rentrée de visite. La confusion initiale, Amélie croyant Luc accompagné, se dissipa rapidement lorsqu'elle constata qu'il était seul, mais visiblement bouleversé, son album photo ouvert, révélant une jeune femme qui semblait être son double féminin, et son visage arborant une expression de profonde tristesse qu'elle ne lui avait jamais vue en 4 ans de mariage. La réaction d'Amélie, restée assise en silence, et lui demander pourquoi il ne lui avait jamais rien dit au lieu de l'accuser ou de se mettre en colère contre sa distance, fut instinctive. Elle comprit instantanément qu'elle était témoin d'une douleur intime que Luc avait portée seul, et la partie d'elle qui aimait l'art, qui comprenait que la beauté naissait souvent de la douleur, reconnut que son mari souffrait d'une manière qu'elle n'avait jamais comprise. Luc, surpris par sa présence, plus encore par sa réaction, s'est effondré. Et pour la première fois en 22 ans, il a raconté toute l'histoire à quelqu'un, celle de sa mère qui l'avait élevée seule, du diagnostic dévastateur qu'elle avait reçu à 36 ans, de l'avoir vu oublier qui il était, de la promesse qu'il lui avait faite de lui rendre visite tous les jeudis pendant 22 ans, comment cela l'avait défini mais aussi isolé, car personne ne comprenait son dévouement envers celle qui ne le reconnaissait plus. Amélie écoutait, le cœur brisé. Pendant 4 ans, elle avait cru que leur distance était due à un mariage qui battait de l'aile, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un chagrin inassouvi, d'un fardeau que son mari portait seul, incapable de le partager. Elle demanda « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Luc répondit « Parce que ça aurait fait faible. Parce que tous les jeudis, je rends visite à ma mère qui ne m'a pas vue depuis 15 ans. Et qu'est-ce que ça dit de moi? Que je suis incapable de lâcher prise, que je suis prisonnier d'une obligation envers quelqu'un qui n'est plus vraiment là. Qui voudrait épouser ça? Amélie lui prit la main. J'aurais voulu, j'aurais compris. Mon Dieu, Luc, j'ai cru que tu me quittais, j'ai cru que tu ne m'aimais plus. Et pendant tout ce temps, tu as été le fils le plus dévoué qu'on puisse imaginer. Ce n'est pas de la faiblesse,
c'est l'amour le plus pur. Luc, les larmes ruisselant sur ses joues. Mais elle ne le sait pas. Je viens la voir toutes les semaines depuis 22 ans et elle n'en a aucune idée. Alors pourquoi? Amélie répondit, pour toi, pour honorer sa mémoire, pour que, lorsqu'elle ne sera plus là, tu saches qu'elle a fait tout son possible. C'est ça qui compte. La conversation qui suivit dura des heures. Luc lui montra des photos de Catherine, jeune et belle dans sa vingtaine, enceinte de son enfant, le tenant comme un bébé, lui apprenant à dessiner, toujours souriante. Puis des photos de son état déclinant. Catherine, dans sa quarantaine, commençant à oublier dans sa cinquantaine, complètement perdue, et maintenant à 64 ans, alitée et méconnaissable. Amélie perçut à travers ces photos l'amour extraordinaire entre une mère et son fils, et la tragédie de la maladie qui avait tout emporté, sauf son dévouement. Amélie a fait quelque chose qui a tout changé. « Je peux venir avec toi? Je peux la voir jeudi prochain ?» Luc était surpris. « Pourquoi voudrais-tu venir? Elle ne saura pas qui tu es. » Amélie, « Parce qu'elle fait partie de toi, la partie la plus importante, apparemment. Et j'ai passé 4 ans sans le savoir. Je veux savoir d'où tu viens, qui t'a façonné, même si elle ne peut pas me parler. » Le jeudi suivant, Amélie fit le voyage de Lyon à Paris, spécialement pour accompagner Luc à la maison de repos Sainte-Catherine. Voir Catherine en personne fut un choc. Une femme de 64 ans qui en paraissait 85, le corps ravagé par la maladie, le regard vide, totalement insensible. Mais Amélie observa aussi la façon dont Luc se comportait avec elle. Une infinie bonté, lui parlant comme s'il pouvait la comprendre, lui tenant la main avec respect. Et elle comprit que c'était l'amour à l'état pur, non pas fondé sur la réciprocité, mais sur l'engagement. Pendant la visite, Amélie observait en silence. Et lorsqu'ils partirent, elle dit à Luc, « Je veux faire ça régulièrement, pas tous les jeudis, car je travaille à Lyon. Mais quand je suis à Paris, je veux être avec toi pour ça. » Luc ému, « Tu n'y es pas obligé. » Amélie, « Je sais, mais j'en ai envie. Parce que le mariage, c'est partager les fardeaux et non les porter seuls. » Durant les mois qui suivirent, la dynamique de leur mariage changea radicalement. Amélie réorganisa son emploi du temps pour se rendre plus souvent à Paris, non seulement pour passer du temps avec Luc, mais aussi pour l'accompagner lors de ses visites à Catherine. Et un phénomène extraordinaire se produisit. Partager ce temps, cet espace de deuil, les rapprocha plus que jamais en 4 ans de mariage. Leur conversation, lors des allers-retours de la maison de retraite, était plus profonde que durant les mois précédents. Luc se confia sur ses craintes, sur la culpabilité d'avoir ressenti du soulagement à la mort de Catherine, sur le fait de ne pas savoir qui il serait sans l'obligation du jeudi. Amélie partagea ses propres craintes concernant sa carrière, la peur d'échouer dans son mariage, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et Amélie commença à faire autre chose. Lors de ses visites, elle apportait son carnet de croquis et dessinait Catherine. Non seulement telle qu'elle était aujourd'hui, mais elle la recréait à partir de vieilles photos, capturant la femme qu'elle avait été. Elle transforma ses dessins en une série d'aquarelles qu'elle offrit à Luc, Catherine à travers les décennies, toute sa vie immortalisée par l'art. Luc pleura en les voyant. « Tu l'as vue. Même si tu ne l'as jamais connue en bonne santé, tu as vu qui elle était ? » Amélie, « Je l'ai vue à travers toi, la façon dont tu la décris, la façon dont tu l'aimes. C'est ce qui m'a révélé qui elle était. » Catherine s'est éteinte 6 mois après la première visite d'Amélie, à l'âge de 64 ans, après avoir lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant 26 ans. Luc était à ses côtés, lui tenant la main. Amélie de l'autre côté, tenant la sienne. Et lorsque Catherine a rendu son dernier souffle, Luc a murmuré « Merci, maman, pour tout ce que tu m'as donné. Merci de m'avoir appris l'amour. Je peux te laisser partir maintenant. Tu es libre. » Les obsèques furent intimes. Quelques parents éloignés, des membres du personnel de la maison de retraite qui avaient pris soin de Catherine pendant des années. Mais Amélie organisa une cérémonie commémorative qui honorait Catherine non pas comme une victime de la maladie, mais comme la personne qu'elle était, une cuisinière talentueuse, une mère dévouée,
une femme qui avait élevé seule un fils extraordinaire. Elle exposa des aquarelles qu'elle avait peintes et créa un album photo retraçant la vie de Catherine. Lors de cette cérémonie, Luc prononça un éloge funèbre à la fois libérateur et émouvant. Ma mère avait 64 ans, mais elle n'a vécu que 36 ans avant que la maladie d'Alzheimer ne l'emporte. Ces 36 années, et surtout les 12 premières passées à ses côtés, ont façonné tout ce que je suis. Elle m'a transmis l'art, l'amour, le dévouement. Et même lorsqu'elle ne me reconnaissait plus, elle a continué à m'enseigner. L'engagement, la présence même, lorsque celle-ci passe inaperçue. L'amour inconditionnel. J'ai passé 22 ans à rendre visite à des gens qui ne me connaissaient pas. Et j'ai appris davantage sur le véritable amour durant ces 22 années que la plupart des gens en une vie entière. Après la mort de Catherine, le mariage de Luc et Amélie fut bouleversé. Sans les visites du jeudi, Luc se retrouvait avec du temps libre qu'il ne savait que faire. Amélie lui suggéra de venir à Lyon. Pas définitivement si tu n'en as pas envie, mais d'essayer. Tu peux travailler à distance ou chercher du travail sur place. Nous vivrons enfin ensemble pour la première fois depuis notre mariage. Luc accepta, s'installa à Lyon et trouva un poste dans une petite agence. Et pour la première fois en 4 ans de mariage, ils vécurent dans la même ville, dans la même maison, construisant leur quotidien ensemble. Ce ne fut pas sans difficulté. Luc luttait contre le deuil, le sentiment d'être perdu loin de la routine de 22 ans et la culpabilité d'éprouver du soulagement. Amélie, quant à elle, peinait à adapter sa vie à la présence constante d'une autre personne après des années d'autonomie. Mais ils ont surmonté ces difficultés ensemble. Grâce à une thérapie de couple qu'Amélie a insisté pour qu'ils entreprennent, et grâce à des conversations franches qu'ils pouvaient enfin avoir, sans secret entre eux. 5 ans après la mort de Catherine, alors qu'Amélie avait 37 ans et Luc 39, ils eurent un fils, un garçon qu'ils prénommèrent Henri, le deuxième prénom de Catherine. Et Luc était un père extraordinaire, précisément parce qu'il avait hérité de sa mère, présent, dévoué. Il apprenait à son fils à voir la beauté du monde, à aimer inconditionnellement. Amélie observait son mari avec leur fils et voyait un cycle se boucler. Catherine avait élevé un homme capable d'un amour profond, et cet amour se transmettait désormais à une nouvelle génération. 10 ans après la découverte, alors qu'Amélie avait 42 ans et Luc 44, ils évoquèrent enfin cet après-midi-là. Amélie demanda « Qu'as-tu pensé quand je suis entré et que je t'ai vu avec l'album ?» Luc: « J'ai cru que tu allais enfin comprendre à quel point j'étais pathétique, que tu allais t'enfuir. » Amélie: « Et au lieu de ça, je me suis assise et je t'ai demandé pourquoi tu ne me l'avais pas dit plus tôt. » Luc: « C'était le moment le plus important de notre mariage, parce que tu aurais pu me juger, mais tu as choisi de comprendre. » Amélie: « Parce que j'ai vu l'homme que j'aimais porter ce fardeau seul depuis des années. Comment aurais-je pu le juger? Je voulais juste l'aider à le porter. » Luc poursuivit: « Tu sais ce qui m'a le plus choqué ?» Amélie: « Quoi ?» Luc: « Ton acceptation immédiate. La plupart des gens, trouvant un mari dans l'état émotionnel où j'étais, avec le secret que je gardais, auraient été furieux contre toi pour ce mensonge par omission. Mais tu as ignoré la colère et tu as tout de suite fait preuve d'empathie. » Amélie: « Parce que j'ai tout de suite compris que ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause de la douleur que tu portais. Et être en colère contre quelqu'un qui souffre, c'est cruel. » Luc: « Mais je t'ai menti pendant des années. Par omission, certes, mais j'ai menti. » Amélie: « Oui, et ça m'a fait mal de m'en rendre compte. Mais j'ai compris pourquoi. La vulnérabilité est terrifiante, surtout la vulnérabilité d'aimer quelqu'un qui ne peut pas te rendre la pareille. » La vérité sur l'attitude choquante d'Amélie était complexe. En apparence, elle semblait accepter d'emblée une situation délicate. Mais intérieurement, c'était un choix délibéré, fruit de la conscience d'un moment critique. Elle aurait pu réagir avec une colère justifiée par des années de distance et de secret, ou bien reconnaître la profonde souffrance d'un être cher. Son esprit analytique, aiguisé pour déceler les structures, lui avait immédiatement révélé que leur mariage était fragile, non par manque d'amour, mais par manque d'honnêteté.
Et la seule voie vers la reconstruction résidait dans l'empathie, non dans la colère. Des années plus tard, alors qu'Henri avait 8 ans, il posa des questions sur sa grand-mère, qu'il n'avait jamais connue. Amélie et Luc racontèrent des histoires ensemble. Celle de Catherine, une personne extraordinaire, de la terrible maladie qui l'emporta, de son père qui lui rendit visite pendant 22 ans, et de sa mère qui apprit à honorer sa mémoire à travers l'art. Et Henri, avec sa logique d'enfant, demanda « Alors, grand-mère ne t'a jamais rencontré quand tu as grandi, papa ?» Luc. « Non. » Henri. « Mais tu étais quand même comme ça ?» Luc. « Oui. » Henri. « C'est ça l'amour ?» Luc, les yeux embués. « Oui, mon fils, c'est le véritable amour. » Pour un petit cercle d'amis et de proches connaissant tous les détails, l'histoire de Luc et Amélie est devenue un exemple de la façon dont un mariage peut être sauvé lorsque la vérité éclate enfin, et de la façon dont la réaction face à la vérité compte plus que la vérité elle-même. Luc a gardé le secret pendant des années, certes, mais lorsqu'Amélie l'a découvert, elle a choisi l'empathie plutôt que le jugement. Ce choix, à cet instant précis, a sauvé un mariage qui était au bord du gouffre. Et ils ont prouvé que parfois, l'attitude la plus bouleversante n'est ni la confrontation dramatique, ni un pardon impossible, mais simplement le choix de voir l'être aimé dans son intégralité avec sa douleur et de lui dire « Je suis là, tu n'as plus à porter ce fardeau seul ». Amélie aurait pu être en colère, se sentir trahie, considérer ce secret comme impardonnable. Au lieu de cela, elle a vu l'homme qu'elle aimait enfin se laisser aller à la vulnérabilité. Et elle a honoré cette vulnérabilité par sa présence, et non par son jugement. 20 ans après ce jeudi après-midi, alors que Luc avait 54 ans et n'avait pas mis les pieds dans une maison de retraite depuis 14 ans, lui et Amélie retournèrent à la maison de repos Sainte-Catherine. Ils y emmenèrent Henri, qui avait alors 13 ans. Ils visitèrent la chambre où Catherine avait vécu, désormais occupée par une autre personne atteinte d'Alzheimer. Et Luc expliqua à son fils « Grand-mère a vécu ici pendant 20 ans. Je venais la voir tous les jeudis. Je croyais que c'était pour elle. Mais j'ai compris plus tard que c'était pour moi. Elle m'a appris qu'être présent, c'est être pleinement présent. » Sur le chemin du retour, Henri demanda à sa mère « Comment as-tu su quoi faire quand tu as appris pour grand-mère » Amélie réfléchit un instant avant de répondre « Je ne savais pas. J'ai simplement suivi mon instinct. J'ai vu ton père souffrir et j'ai voulu le soulager, pas aggraver sa douleur. Et parfois, la bonne réponse consiste à se demander non pas « qu'est-ce que je mérite ?» mais « de quoi a besoin la personne que j'aime ?» À ce moment-là, ton père avait besoin d'être vu, pas jugé. Alors je lui ai offert une vision sans jugement, et cela a tout changé. La vérité cachée de leur histoire, c'était que leur mariage se mourait non par manque d'amour, mais par manque d'honnêteté, et qu'il fut sauvé non par une confrontation dramatique, mais par l'empathie à un moment critique. Alors qu'Amélie aurait pu réagir avec une colère justifiée, elle choisit la compréhension. Lorsque Luc partagea enfin le fardeau qu'il portait seul, il trouva une partenaire prête à le porter avec lui. Et ce choix, ce moment, transformèrent une relation qui s'achevait en quelque chose de plus profond qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils ont prouvé que parfois les découvertes les plus bouleversantes ne sont pas des trahisons, mais des secrets gardés par souffrance, non par malhonnêteté, que les réactions les plus marquantes ne sont pas dramatiques, mais discrètes, non punitives, mais empreintes de compassion. Et que l'amour le plus durable est celui qui survit, non pas malgré la vulnérabilité, mais grâce à cette vulnérabilité enfin partagée et accueillie avec grâce.